sommes Tiffany Lacour, Maëby Silva, Mathilde Messi et Clara Jouan. En classe de première ASSP, accompagnement, soins et services à la personne. Nous allons aborder le thème la santé maternelle et infantile. La première interview que vous vous apprêtez à écouter porte sur la mortalité de la mère et de l'enfant. Nous serons accompagnés d'une sage-femme. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Alors, je m'appelle Estelle et je suis sage-femme à l'hôpital d'Orléans depuis 2 ans. Très bien. Nous allons vous poser des questions sur notre thème qui est la mortalité maternelle et infantile. Pour commencer, nous avons comme première question, quelles sont les causes de mortalité maternelle ? Alors déjà, rappelons que la mortalité maternelle, ce sont les décès pendant la grossesse ou dans les 42 jours suivants. Quand on parle de grossesse, déjà on parle de toute grossesse allant à terme ou d'avortement, d'interruption médicale de grossesse et de fausse couche. Dans le monde, on retrouve en 2020 287 000 femmes décédées suite à leur accouchement, qui sont la plupart évitables. Dans les causes, nous avons les hémorragies, dont les hémorragies du postpartum, les infections, qui surviennent souvent après l'accouchement, l'hypertension pendant la grossesse, qui peut découler sur des pathologies telles que la prééclampsie puis l'éclampsie, et les avortements non sécurisés. Nous avions une petite question qu'on n'a pas vraiment compris. Qu'est-ce que c'est que le prééclampsie ? Alors la prééclampsie, c'est une pathologie placentaire qui va provoquer chez la mère de l'hypertension avec des protéines dans les urines. D'accord, merci. Quelles sont les causes de mortalité infantile ? Alors, la mortalité infantile aussi, on va rappeler que c'est mesuré par un taux. Le taux de mortalité infantile qui revient au nombre de décès d'enfants de moins d'1 an rapporté au nombre de naissances vivantes. En France, en 2021, on retrouve 3,7 enfants décédés pour 1000 naissances vivantes, ce qui est supérieur à la moyenne européenne. Dans les causes, on retrouve la prématurité, plus c'est tôt, plus il y a de risques de décès, d'asphyxie néonatale, de maladies congénitales et d'anomalies chromosomiques, de mort subite du nourrisson et du syndrome du bébé secoué, sachant que la moitié des décès ont lieu dans la première semaine de vie. Quels sont les facteurs à risque de ces mortalités ? Alors pour ce qui est des facteurs de risque, c'est les mêmes que pour la mortalité d'un adulte lambda. Donc tout ce qui va toucher à l'hygiène de vie, le tabac, l'obésité, surpoids, diabète, hypertension, précarité, et tout ce qui va toucher aux facteurs démographiques, donc âge maternel et origine ethnique. Merci. Qui est le plus en danger entre la mère et l'enfant à la naissance ? Alors, la santé de la mère et de l'enfant sont étroitement liées pendant tout le travail et pendant l'accouchement. On va autant surveiller l'enfant que la mère. La mère par ses constantes, donc tout ce qui est tension, pouls, température, signes cliniques, et l'enfant par son rythme cardiaque fœtal qu'on va surveiller en continu avec un monitoring. Après, qui est le plus en danger entre la mère et l'enfant ? C'est encore difficile à dire. Alors, la santé de la mère et de l'enfant sont étroitement liées pendant toute la grossesse et l'accouchement. On va autant surveiller la mère que l'enfant, c'est-à-dire que la mère, on va regarder ses constantes maternelles, donc pouls, tension, température, signes cliniques. Et l'enfant, on va le surveiller avec un rythme cardiaque fœtal soit intermittent, soit continu, à l'aide d'un monitoring jusqu'à la naissance. Après, dire qui est le plus en danger entre l'un et l'autre, c'est pas tellement noté dans les textes. Ce qu'on va regarder surtout, c'est au niveau du taux de mortalité. On a un plus grand taux de mortalité infantile élevé que de mort maternelle. D'accord. Quelles sont les complications possibles lors de l'accouchement ? Alors déjà, dans la plupart des cas, l'accouchement se passe bien. On va avoir des complications pour l'enfant et pour la mère. Donc pour ce qui est de l'enfant, on a les infections materno-fétales, l'inhalation de liquide amniotique, une maladie qu'on va appeler la maladie des membranes hyalines. Tout ça va causer une détresse respiratoire et la dystocie des épaules. Le plus important, en fait, à la naissance, c'est que l'enfant respire. Et il respire comment ? Par son premier cri. Donc s'il ne crie pas, on va passer sur une réanimation néonatale. Okay. Pour ce qui en est de la mère, au niveau des complications, on retrouve l'hémorragie du postpartum, donc ce qu'on a dit précédemment, ce qui va arriver à l'accouchement ou dans les 2 heures suivantes, les maladies thromboemboliques, qui peuvent arriver jusqu'à 6 semaines après l'accouchement, toutes les complications de l'hypertension, comme on a dit prééclampsie, éclampsie, les déchirures périnéales, la rétention placentaire et les infections du postpartum. Donc les sites qui peuvent s'infecter, c'est la cicatrice, l'utérus et le système urinaire. Qu'est-ce que la rétention placentaire ?
Alors la rétention placentaire, c'est quand il y a un bout de placenta qui reste à l'intérieur de l'utérus, ce qui va l'empêcher de se contracter et donc causer une hémorragie ou une infection. Ok, merci. Quels sont les signes de danger pendant la grossesse? Alors, on va avoir des signes cliniques et paracliniques. Dans les signes cliniques, on va retrouver les contractions avant terme, les pertes de sang qu'on va appeler métrorragie, les pertes de liquide amniotique ou pertes anormales, la diminution des mouvements actifs fœtaux ou l'absence totalement de bébé qui bouge, des signes fonctionnels d'hypertension, les signes fonctionnels urinaires, les œdèmes, le prurite et la fièvre. Tous ces signes cliniques, en fait, ça va être les motifs de consultation des dames aux urgences. Donc, il faut à chaque fois bien leur expliquer pour qu'elles viennent consulter pour des bons motifs. Ensuite, le professionnel, lui, pendant ses consultations, va vérifier la mesure de la hauteur utérine, la palpation de l'utérus, la prise ou la perte de poids et la prise de tension. Ensuite, on va avoir les signes paracliniques. Donc, pendant la grossesse, on a 3 échographies obligatoires. On va mesurer le poids de l'enfant, ce qu'on appelle son EPF, la localisation placentaire, la quantité de liquide, et on va vérifier les flux, c'est-à-dire les échanges entre le placenta et l'enfant. On va aussi avoir les bilans biologiques. Donc là, on va retrouver les sérologies de début de grossesse, la quantité de globules rouges, de plaquettes. Comment vous modifiez le suivi de la femme enceinte si une anomalie est détectée? Alors, si une anomalie est détectée, on va renforcer la surveillance clinique et paraclinique, comme on disait tout à l'heure. On va faire des bilans plus réguliers, des échographies plus régulières, on va surveiller la croissance, les flux, des rendez-vous hebdomadaires ou pluri-hebdomadaires. Contrairement à avant, on n'en faisait que des mensuels. Et on va faire des examens plus approfondis, imaginons sur des anomalies morphologiques, où on va faire une étude génétique avec une ponction de liquide amniotique. Suivant les anomalies et suivant le terme, on pourra proposer un déclenchement de l'accouchement, où on fera une césarienne en urgence, ou dans le pire des cas, une interruption médicale de grossesse. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était avec plaisir. Au revoir.